Avez-vous déjà vu une mère gifler sa propre fille, en pleine réception de mariage, devant 127 invités? Non? Alors imaginez la scène. Vous êtes au mariage de votre sœur. Des juges, des avocats, toute l'élite de Boston vous observe. Et votre mère vient de vous tendre une pile de documents, sur scène, devant tout le monde, exigeant que vous cédiez votre pantouse de 2 millions de dollars comme cadeau de mariage à votre sœur. Vous refusez. Et sa main s'abat sur votre visage si fort que votre boucle d'oreille s'envole et roule sur le sol en marbre. C'était ma réalité, le 15 mars 2024. Il s'attendait à ce que je pleure, que je m'excuse, que je cède comme toujours. Au lieu de ça, j'ai ramassé ma boucle d'oreille, j'ai tourné les talons, et j'ai passé un seul coup de fil. 1 heure plus tard, une femme est entrée dans cette salle de réception. Et quand ma mère a vu qui c'était, elle s'est mise à hurler, parce que la personne qu'elle présentait à tout le monde comme sénile et disparue venait d'arriver, accompagnée d'un avocat, et de la preuve de tout ce qu'elle avait caché. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter 3 ans en arrière. Je m'appelle Paige. Ma grand-mère, Eleanor Harrison, avait été professeure de droit à Harvard pendant 31 ans. Un soir de mars 2021, elle m'appelle pour m'annoncer qu'elle me lègue son pantouse du quartier de Seaport, une propriété qui valait alors plus de 2 millions de dollars. Pourquoi moi? Je lui demande. Parce que tu es la seule qui vient me voir, répond-elle simplement. Chaque dimanche, depuis 10 ans, pendant que ta mère envoie des cartes de Noël et que ta sœur n'envoie rien du tout. La nouvelle fuit en quelques semaines. Et ma famille organise ce qu'elle appelle une discussion familiale. En entrant dans le salon de mes parents à Beacon Hill, je comprends immédiatement que je suis attendue comme sur un banc des accusés. Ma mère Victoria, mon père Richard, ma sœur Madison, tous alignés, tous prêts. Elle n'a plus toute sa tête, lâche ma mère. Ce n'est pas normal de tout laisser à une seule petite fille. La solution la plus juste, ajoute mon père de sa voix d'avocat mesurée, serait que tu renonces à l'héritage, ou que tu vendes et partages l'argent. Et à cet instant précis, quelque chose se brise dans cette famille. Ce qui suit est pire que je ne l'imaginais. Je disparais des groupes de discussion familiaux. J'apprends les fiançailles de ma sœur sur Instagram. Ma mère raconte à qui veut l'entendre que je manipule notre grand-mère, que j'ai profité d'une vieille femme vulnérable. Je ne réponds jamais publiquement. Je pense que le silence va calmer la tempête. Je ne sais pas encore que c'est exactement ce qu'elle attend de moi. Et pendant ce temps, ma grand-mère s'installe dans une résidence de luxe à Wellesley. Elle dit vouloir la paix. Mais dans son regard, parfois, je crois voir de la peur. Il s'est passé quelque chose entre toi et maman, je lui demande un jour. Certaines choses, répond-elle, valent mieux rester cachées, pour l'instant. Je n'insiste pas. Je regretterai ce silence pendant 3 ans. Décembre 2023. 3 mois avant le mariage qui va tout changer. Une invitation arrive par la poste, calligraphiée, élégante. Le mariage de Madison. Le 15 mars. Après 2 ans à être traitée comme un fantôme, on m'invite enfin. Mais le soir même, ma mère m'appelle, et sa vraie intention apparaît. Ce serait le moment idéal, dit-elle, de reconsidérer la question du pantouse. Madison et Tyler auront besoin d'un logement digne de leur nouveau statut. L'invitation n'était pas un rameau d'olivier. C'était un piège. Une semaine avant le mariage, ma grand-mère m'appelle à 7 heures du matin, la voix chargée d'une urgence que je ne lui connais pas. Si quelque chose se passe à ce mariage, dit-elle, et je crois que quelque chose va se passer, appelle immédiatement mon avocat, Marcus Webb. J'ai tout préparé. Quel document? Je demande. Souviens-toi juste du numéro, répond-elle. Et souviens-toi que je t'aime. Elle raccroche avant que je puisse en savoir davantage. Je ne comprendrai que plus tard pourquoi ses mains, à travers le téléphone, semblaient trembler. Le soir du mariage, le Fairmont Copley Plaza scintille sous les lustres de cristal, 127 invités, des avocats, des juges, des banquiers, l'audience que ma mère a passé 30 ans à cultiver. Ma sœur Madison m'aborde presque aussitôt. As-tu apporté les papiers? Me demande-t-elle, les yeux durs sous son sourire de mariée. Quels papiers? Le transfert du pantouse, notre cadeau de mariage. Je comprends alors que tout, l'invitation, l'appel, la réconciliation feinte, n'était qu'un prélude à cet instant précis. Sur le balcon, je reçois un dernier appel de ma grand-mère. Et c'est là qu'elle me révèle enfin la vérité qu'elle protégeait depuis 3 ans. Un journaliste, ami de longue date, avait découvert la vente d'une maison à Cape Cod, une propriété qui appartenait à ma grand-mère, vendue en 2020 pour 875 000 dollars. Une vente qu'elle n'avait jamais signée. Ma mère avait forgé sa signature. Une expertise judiciaire évalue la probabilité de faux à 98,7%. Ce n'est pas un doute. C'est une certitude. Et à l'époque supposée de cette signature, ma grand-mère était hospitalisée, la hanche brisée, incapable de signer quoi que ce soit. Ta mère a volé sa propre mère, me dit Eleanor. Et elle t'a laissé porter le blâme de sa soi-disant folie. Je retourne dans la salle. Le dîner est terminé, les toasts sont faits. Et c'est alors que ma mère se lève, verre de champagne à la main, micro dans l'autre. Elle m'invite sur l'estrade, devant tout le monde, sous prétexte d'une tradition familiale. Un dossier apparaît. Un acte de transfert.
Mon nom déjà inscrit sur la ligne de signature. Il suffit de signer, dit-elle avec un sourire radieux. La salle applaudit, comme si j'allais accomplir un geste d'amour fraternel. Je ne signe pas, dis-je simplement. Ce Penthouse est à moi. Le sourire de ma mère se fissure. Sa voix monte, amplifiée par le micro devant tout Boston. Espèce d'ingrate, crie-t-elle. Et puis sa main se lève et s'abat sur mon visage, si fort que ma boucle d'oreille s'envole et résonne comme une petite cloche sur le marbre. La salle entière se fige. Je me penche, je ramasse la boucle d'oreille, je la redresse, je la remets. C'est la dernière fois que tu me touches, dis-je. Ma voix ne tremble pas. Et je pars, sans courir, sans pleurer, à travers les tables, sous les regards de 127 témoins. Dans le hall, je compose le numéro de Marcus Webb. Dites à ma grand-mère que les documents sont nécessaires. 1 heure. C'est tout ce qu'il me faut. Et 1 heure plus tard, les portes du Fairmont s'ouvrent. Eleanor Harrison entre, appuyée sur sa canne, son avocat à ses côtés, une mallette de cuir à la main. Elle traverse le hall de marbre vers moi, prend mon visage entre ses mains, examine ma joue rougie. Alors, finissons-en, dit-elle. Nous entrons ensemble dans la salle en plein chaos. Ma mère se retourne, voit sa propre mère marcher vers elle, et blêmit. Je ne suis pas invitée, déclare Eleanor devant les 127 témoins, mais j'ai décidé de venir quand même. Je suis ici pour confirmer que le Penthouse appartient légalement à Paige, selon un testament daté de 2019, valide et exécutoire. Marcus Webb sort une copie certifiée du testament. Puis un second document, les actes de vente de la maison de Cape Cod. Puis un troisième, le rapport d'expertise graphologique. Le silence dans la salle est total. Vous êtes folle, hurle ma mère, vous ne savez plus ce que vous dites. Je suis assez lucide pour avoir engagé des experts, répond Eleanor d'une voix glaciale, et assez lucide pour avoir transmis ce dossier au bureau du procureur il y a 1 semaine. Le visage de ma mère perd toute couleur. Mon père recule d'un pas. Je ne savais pas, murmure-t-il. Tu as signé ce que je t'ai dit de signer, répond ma mère. Devant 127 invités, 35 ans de mariage s'effondrent en quelques secondes. Ma grand-mère se tourne une dernière fois vers sa fille. Tu m'as perdu le jour où j'ai découvert ce que tu avais fait, dit-elle. Ce soir, tout le monde vient simplement de découvrir la vérité. Dans les semaines qui suivent, tout s'écroule pour ma mère. Convoquée par le procureur pour un interrogatoire de 4 heures. Son avocat se retire du dossier. Mon père s'installe dans un hôtel. L'association caritative qu'elle présidait depuis 17 ans annule sa participation. Le barreau de Boston ouvre une enquête disciplinaire. Et dans la presse, un entrefilet anonyme confirme qu'une avocate réputée de Boston fait l'objet d'une enquête pour fraude documentaire. Personne n'a besoin de nom. Tout le monde comprend. Pour moi, tout recommence différemment. Une avocate présente au mariage, honteuse d'avoir cru au mensonge de ma mère, m'offre mon plus gros contrat de décoration intérieure à ce jour. D'autres suivent. Je commence une thérapie chaque mardi à Cambridge. Je rencontre quelqu'un, un architecte du nom de Ben, qui ignore tout des Harrison de Bacon Hill et qui m'aime simplement pour qui je suis. 3 mois après le mariage, je suis assis sur le balcon de mon Penthouse, face au port de Boston, un verre de vin à la main, et ma grand-mère à mes côtés, comme chaque dimanche. Mon père a appelé, je lui raconte. Il dit qu'il ne savait pas. Je crois surtout, je lui réponds, qu'il a choisi de ne pas savoir, pendant 35 ans. Madison m'a écrit aussi. Je ne suis pas encore prête à répondre. Peut-être pas avant longtemps. Elle savait, dis-je à ma grand-mère. Peut-être pas pour Cape Cod, mais pour tout le reste. Et elle n'a jamais rien dit. Ma grand-mère pose sa main sur la mienne. L'amour sans respect, dit-elle, n'est pas de l'amour. Ce n'est qu'une habitude. Tu mérites les deux. Et elle a raison. Ce Penthouse n'est plus seulement un héritage. C'est la preuve que dire la vérité, même quand elle fait trembler toute une salle de 127 invités, vaut toujours mieux que le silence. Protéger sa paix n'est pas un crime. C'est une nécessité.